Bonjour à tous, merci à vous d'être là. Je représente aujourd'hui Mazars, qui est un partenaire du festival. On a choisi un thème qui suscite en général pas mal de réactions, puisqu'on a choisi de lier la thématique européenne à la thématique fiscale. On va voir ce que ça va donner. Alors Mazars, on est une organisation très internationale, on s'est développé dans 89 pays. On compte 23 000 personnes et cette internationalisation nous oblige à comprendre les enjeux de pouvoir dans les territoires où on opère. Ces enjeux sont aussi cruciaux pour les clients que nous auditons ou que nous accompagnons au travers de prestations de conseil. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 6 ans, on souhaite s'associer au débat d'idées et en soutenant cette manifestation, ce festival, et en participant également, en animant chaque année une conférence. On est honoré, absolument ravi de le faire. Alors aujourd'hui, pour notre thème, donc l'union ou la désunion fiscale en Europe, on a réuni un panel de 3 intervenants complémentaires que j'ai le plaisir d'accueillir. J'ai à ma droite Sylvie. Sylvie est en charge en France de notre activité Global Mobility Services. Elle est membre d'ailleurs du comité exécutif en charge de cette activité pour notre groupe. Sylvie, tu es de nationalité belge. Tu as exercé tes fonctions en cabinet de conseil et d'audit depuis une vingtaine d'années, dont 10 ans chez Mazars. Bien sûr, tu connais ton sujet, mais tu l'as aussi vécu toi-même parce que, je le sais, chez nous, tu as vécu et travaillé en Suède. Et aux Pays-Bas, mais tu as aussi travaillé en Belgique et tu as travaillé en Suisse dans le canton de Genève. Donc je pense que ces expériences de vie, au-delà de ton expérience professionnelle, te permettront d'illustrer la problématique. Et puis cette problématique fiscale, d'accompagnement des travailleurs en Europe sur le volet fiscal, elle s'étend aussi chez toi à d'autres volets tels que le volet migratoire, le droit applicable au contrat de travail. Donc c'est une activité extrêmement dense et extrêmement riche. On est ravis de t'avoir ici. À ma gauche, j'ai Olivier Marty. Alors, Olivier, tu es économiste, spécialiste de macroéconomie européenne. Tu as tu as débuté en fait ta carrière professionnelle dans la banque et dans le capital investissement, avant de t'orienter vers l'enseignement à HEC, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, par exemple. Et tu contribues également au débat d'idées aux côtés, par exemple, de think tank. Tu contribues régulièrement aux Échos. Et tu as fait paraître un certain nombre d'ouvrages sur les institutions européennes. Alors j'en cite rapidement 2. Connaître et comprendre l'Union européenne, 35 fiches sur les institutions européennes. Et puis une note également à l'Institut Delors de février, fiscalité, l'unanimité à dépasser. Alors on voit déjà un peu la teneur qui s'annonce de ton propos sur les modes de fonctionnement, les mécanismes décisionnels au sein de l'Union. Et puis on parle d'Europe, il nous fallait un Britannique. Nous avons David Sayers de Mazars en Grande-Bretagne. Alors David a quand même passé 4 ans en France, ce qui expliquera qu'il puisse s'exprimer dans notre langue ici notamment. David anime nos activités de fiscalité internationale. Sa grande passion, ce sont les prix de transfert. Il a été à Paris responsable de notre UK Desk. Et puis il s'occupe également, quand il a un petit peu de temps, de la gestion de l'offre fiscale de Mazars en Asie et en Europe de l'Est. Voilà. Donc je pense que sur le plan technique, David a vu beaucoup de choses auprès de nos clients ces dernières années. Alors notre conférence donc sur l'union, la désunion, cette table ronde en Europe, elle vient du constat que la fiscalité, c'est un théâtre vraiment d'affrontement, d'où la problématique géopolitique, entre les États membres de l'Union. Les États membres prétextent, on le verra, une règle de décision à l'unanimité pour protéger, dans certains cas, entretenir certains avantages sur le plan fiscal qui peuvent être bénéfiques à des entreprises, aux citoyens, mais qui peuvent aussi choquer l'opinion publique. La Commission européenne vient de proposer de recourir progressivement au vote à la majorité qualifiée versus aujourd'hui l'unanimité en matière fiscale. Et donc l'objet de notre table ronde, c'est de dresser un panorama de ce qu'est l'Europe fiscale aujourd'hui, et puis de comparer certains aspects de cette Europe d'aujourd'hui avec ce qu'elle pourrait être demain.
Alors force est de constater qu'aujourd'hui, l'Europe existe, fonctionne sur le plan monétaire, on a une banque centrale qui fixe les taux, mais en matière fiscale, l'harmonie ne semble pas régner. Alors on va commencer par présenter cet aspect-là de la problématique, peut-être sous l'angle de la fiscalité des particuliers. Donc je le disais à l'instant, Sylvie, bon, est-ce qu'il y a une union fiscale pour les particuliers en matière de fiscalité? Je crois que la réponse est assez claire. Elle est évidente. Il n'y a pas d'Europe fiscale en matière d'impôt sur le revenu pour le particulier, la personne physique. Chaque État restant souverain de son pouvoir d'imposition à l'impôt sur le revenu. En revanche, grâce au principe fondamental de la construction européenne qui est la libre circulation des travailleurs, grâce à la signature par la France de 170 conventions fiscales afin d'éviter les doubles impositions. Donc, la France a signé 27 conventions fiscales bilatérales avec chacun des États membres. Grâce à l'Europe sociale, parce que nous avons une Europe sociale qui est régie par le règlement européen visant la coordination des régimes de sécurité sociale entre les États membres, les sociétés peuvent, avec ces outils, transférer leurs travailleurs dans un autre État membre de l'Union européenne. Comment est-ce que ça fonctionne au cas pratique? Lorsque, par exemple, une société française, un grand groupe industriel, dans sa stratégie commerciale, décide de conquérir un autre État membre, disons la Roumanie, décide d'envoyer son directeur opérationnel à Bucarest. Donc la personne en question, elle est française, résidence fiscale française, et elle a une mission temporaire de 3 ans pour booster le marché roumain. Comment est-ce qu'on attaque ce transfert vers la Roumanie? Déjà, on a cette liberté des travailleurs. Donc on n'a pas un dossier migratoire à introduire pour obtenir une autorisation de travail ou un permis de séjour. Donc une grande liberté comparée aux non-européens qui voudraient investir en Europe. D'un point de vue social, l'Europe sociale visée par le règlement européen, donc une marche militaire, on n'a pas le choix, on doit l'appliquer, implique un principe d'unicité des régimes de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut être soumis qu'à un seul régime de sécurité sociale. Donc notre petit Français part en Roumanie, quel va être son régime de sécurité sociale? Donc la règle générale dit on est affilié là où on travaille, donc en Roumanie. Mais bien sûr, à toute règle générale, il y a des exceptions qui lui permettent, pendant une mission temporaire, de garder son régime de sécurité sociale en France. Oui, alors, donc finalement, il y a une autonomie sur le plan fiscal, une souveraineté des États. Pour autant, on arrive à ce que les salariés, et ton exemple illustre, un patron d'usine français qu'on envoie en Roumanie, on arrive à gérer ça. Mais enfin, le fait que tu travailles à temps plein sur ce sujet avec toute une équipe, ça montre quand même que c'est pas si simple. Non, parce qu'évidemment, la souveraineté des États va faire un changement de résidence fiscale pour notre Français qui va devenir un résident fiscal roumain. Ça veut dire qu'il doit déclarer ses revenus mondiaux en Roumanie, donc imposer en Roumanie. Et l'objectif de toute cette mobilité, évidemment, pour la société française, c'est de contrôler son coût budgétaire de ce travailleur qu'elle envoie à l'international. Donc, on a une donnée qui est précise, qui est connue, à savoir, je connais mon coût employeur aujourd'hui en France. Mon travailleur, il sait exactement son pouvoir d'achat en France. Et donc, notre intervention et notre valeur ajoutée, c'est de maîtriser le coût employeur, de maintenir le pouvoir d'achat du contribuable, tout en proposant un package de rémunération qui est attractif pour ce travailleur. Donc, voilà notre valeur
D'accord, donc en fait, tu gères justement cette absence d'harmonisation, enfin, tu aides ton client à la gérer finalement. Donc ça illustre que c'est complexe. Exactement, puisqu'on doit se mettre dans les chaussures de chaque régime fiscal, chaque régime social de chaque État membre. Et alors, David, parce que sur le plan des particuliers, moi je ne trouve pas ça si simple que ça. Enfin, sur le plan de la fiscalité des entreprises, quel est ton regard? Est-ce qu'il y a une Europe fiscale ou pas? Je dois dire que c'est peut-être encore plus compliqué. Ça ne vous étonne pas peut-être, mais c'est intéressant. Je travaille pour beaucoup d'investisseurs d'Asie et l'Amérique du Nord. Et d'abord, la première question, c'est plutôt de dire je veux m'implanter où il y a le taux d'imposition pour les sociétés qui est le plus bas. C'est la première question. Mais pour moi, il faut, et on peut dire oui, vous pouvez essayer Irlande, Dublin par exemple, Chypre ou Malte, qui ont les taux les plus bas. Mais à part de ça, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la base d'imposition. Puisque pas mal de pays en Europe ont une certaine déduction de la base de l'imposition qui vous permet d'accéder à un taux d'imposition qui est beaucoup plus bas encore. Et en plus, c'est facile de dire vous devriez partir en Chypre ou en Malte, par exemple, mais d'abord, le Malte, c'est assez petit quand même. Si vous regardez la taille du pays concerné, trouver des gens qui peuvent travailler avec vous, c'est pas facile en plus. Et en plus, il y a ces deux pays-là sont plutôt stigmatisés, si vous voulez, en tant que paradis fiscaux. Donc le premier point, c'est oui, on peut regarder le taux d'imposition, mais il faut regarder la base aussi. Mais à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est regarder les prélèvements à la source. Oui, vous allez payer 20% sur impôt sur les sociétés, mais si je veux retirer mon profit de la boîte en tant que dividende, est-ce que je vais payer les prélèvements à la source? Et il y a un seul pays en Europe qui n'a pas vraiment un prélèvement à la dividende. Vous pouvez deviner qui est ce pays-là? C'est la Grande-Bretagne. OK. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a assez peu de pays concernés qui ont cette absence de prélèvement à la source. Mais également, il faut regarder l'absence. Enfin, s'il y aura peut-être également un prélèvement à la source sur les intérêts, sur les redevances aussi. Donc, il y a pas mal de questions à poser. Et mon premier conseil, si vous voulez, c'est choisir un pays qui est stable au niveau fiscal. C'est ça qui est peut-être le plus important. Oui, donc sur le plan de la fiscalité des entreprises, donc c'est vraiment le constat d'une extrêmement grande diversité qu'il ne faut pas considérer uniquement sous l'angle des taux d'imposition, ce qu'on a souvent en tête, mais aussi sous l'angle de la détermination de la base imposable, donc et de la fiscalité des retenues à la source, si on prend le terme fiscal, qui vont s'appliquer aux éventuels dividendes, donc aux sommes qu'on souhaite rapatrier en fait une fois qu'on s'est installé dans un pays. Et donc là, effectivement, le constat, c'est une très très grande diversité. Là, on parlait, je pense, plutôt d'impôts sur les sociétés, mais les entreprises sont soumises à d'autres impôts. En matière de TVA, en matière de relations avec l'administration, en matière de sécurité et stabilité, là aussi, c'est très hétérogène. Oui, je dirais que le TVA, c'est peut-être plus hétérogène, mais quand même, il y a des différences, les différences dans les taux d'un pays à l'autre, mais également dans la différence de traitement et réclamation de TVA. J'ai pas mal d'investisseurs qui choisissent de s'implanter aux Pays-Bas, par exemple, puisque ils ont un système de réclamation de TVA qui est le plus facile en Europe. Donc, il y a pas mal d'autres choses. Et au niveau des douanes aussi. Au niveau des douanes, c'est censé être le même dans chacun des pays de l'Europe. Les tarifs sont les mêmes en principe, mais on voit des divergences, des choses qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et en plus, il faut penser à la valorisation pour les douanes aussi, ce qui est bien différent. Donc, il y a pas mal de choses à considérer. Alors, Olivier, donc on a vu qu'il y avait à la fois sur le plan des particuliers et sur le plan des entreprises une très très grande diversité. Et moi, personnellement, ce que j'apprends, c'est qu'en fait, elle va bien plus loin que des problématiques de taux. C'est vraiment très très large quand on considère cette problématique fiscale. Comment est-ce qu'on explique cet état de fait dans une Union européenne, sur le plan des institutions, sur le plan des mécanismes de fonctionnement ? Eh bien, cette question m'amène à décortiquer la mécanique de décision au niveau communautaire en matière fiscale. Il faut savoir que la fiscalité repose sur un système de vote dit à l'unanimité. Vous avez 3 systèmes de vote dans l'Union européenne, la majorité simple pour des questions de procédure, la majorité qualifiée qui est devenue nettement majoritaire, qui a été étendue au fil des traités, et l'unanimité qui persiste pour un certain nombre de domaines. La fiscalité en est un, mais il y a aussi la politique étrangère et de sécurité commune ou des questions de justice et de sécurité.
Ce système d'unanimité, il reflète effectivement une compétence régalienne typique des États, mais il a aussi un certain nombre de coûts. Il a des coûts politiques et il a des coûts économiques. Les coûts politiques, c'est sans doute les plus graves, les plus importants. J'en vois 4. Le premier, c'est que l'unanimité rend les compromis très difficiles à élaborer. Je vais vous donner un exemple en matière de fiscalité énergétique, où il y a encore beaucoup à faire pour que l'Union européenne respecte ses objectifs en matière climatique, par exemple. Eh bien, un texte de directive avait été déposé en 2011, il a été négocié pendant 4 ans et il a finalement été retiré en 2015. Donc, dans ce cas de figure-là, l'unanimité est clairement auto-bloquante, elle est défaitiste en elle-même, si vous voulez. Un deuxième coup politique, c'est le fait que les compromis, quelquefois, même quand ils aboutissent, mettent énormément de temps justement à aboutir. Un autre exemple, une directive sur les intérêts d'épargne qui visait notamment à fiscaliser les intérêts d'épargne qui étaient rapatriés d'un pays de l'Union à l'autre, a été adoptée au bout de 25 ans de négociations. Elle a été bloquée par les plus hautes autorités d'un pays très important dans l'Union européenne, au plan symbolique et au plan de la construction des compromis, que je ne citerai pas, que vous devinerez peut-être, et qui a fini par lâcher l'affaire en 2015. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'un an ou 2 ans après, je ne me souviens plus, cette directive a été abrogée. Un troisième coup politique, c'est le fait que l'unanimité, parce que les compromis sont difficiles à trouver, a tendance à vider les réformes fiscales de leur substance. Là, encore une fois, un exemple en matière de taxation des grandes entreprises du numérique, ce qu'on appelle la taxe GAFA au niveau communautaire. On a actuellement sur la table du Conseil des ministres un compromis qui est nettement moins ambitieux que la proposition initiale de la Commission et qui probablement ne sera pas adopté avant la fin de la législature. Au plan économique, il y a 2 séries de coûts. Il y a un coût qui est assez évident, c'est que dans le panorama de grande diversité fiscale pour les entreprises ou pour les particuliers, en fait, vous avez derrière aussi des coûts pour les entreprises qui sont conséquents, des coûts administratifs et des coûts commerciaux. Et ça, c'est de nature à réduire la performance économique de l'Union européenne. Mais peut-être que le coût économique le plus important, c'est le manque à gagner fiscal qui découle de cette très grande diversité qu'on a dans l'Union européenne. Pour vous citer un chiffre éloquent, la fraude à la TVA, ça représente au total dans l'Union européenne 50 milliards d'euros par an de manque à gagner pour les États membres. Alors Olivier, on l'aura compris, le vote à l'unanimité n'a pas tes faveurs et comporte un certain nombre d'inconvénients. Mais si je me fais l'avocat du diable, et c'est qu'à contrario, ce fonctionnement qui est loin d'être parfait, qui s'accompagne d'un certain nombre de dommages, de coûts pour les citoyens et pour les entreprises, est-ce qu'il n'a pas quand même permis des avancées récentes ? Je vous propose qu'on bascule un peu sur les tendances actuelles après ce constat de grande hétérogénéité. Oui, absolument. Il ne faut pas diaboliser outre mesure l'unanimité. Tout dernièrement, au cours de la législature actuelle, c'est-à-dire depuis 2014, dans l'Union européenne, beaucoup de textes très importants relatifs à la lutte contre l'évasion, la fraude et l'optimisation fiscale ont été adoptés. Il y a eu 14 directives qui ont été adoptées depuis 4 ans et demi par les 2 colégislateurs, le Conseil et le Parlement européen. En majorité, ça concerne ces domaines donc, de lutte contre la fraude, l'optimisation et l'évasion fiscale. Et ça, c'est vraiment une action inédite de la part des institutions européennes. Et je pense que c'est une bonne nouvelle à double titre. D'une part, et surtout parce que ça correspond à des attentes importantes des citoyens. Les gens, plus ou moins vieux, même les jeunes, j'imagine que vous aussi, sont choqués par des pratiques de fraude ou d'évasion fiscale de particuliers ou d'entreprises et demandent une action au niveau européen pour lutter contre. Selon l'Eurobaromètre d'il y a 2 ans, 74% des Européens voulaient une action résolue au niveau de l'Union européenne pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.
Cette attente des citoyens, elle a été relayée d'une façon très efficace par le Parlement européen qui s'est mobilisé depuis 4 ans en créant des commissions spéciales et autres commissions d'enquête chargées de faire la lumière sur certains scandales. On en a tous entendu parler. C'est par exemple LuxLeaks, Panama Leaks, Panama Papers ou encore les Football Leaks qui ont choqué l'opinion et qui ont nécessité qu'on fasse un petit peu la lumière. Je crois que la deuxième bonne nouvelle de cette action inédite en matière fiscale, c'est que ça découle et c'est illustratif d'une bonne gouvernance mondiale. Souvent, on cherche la gouvernance mondiale, et bien là, on l'a eu. Il y a un très grand projet qui s'appelle le projet BEPS, qui est porté par l'OCDE à la demande du G20 et qui ensuite a été mis en œuvre dans un certain nombre de juridictions, dont l'Union européenne, mais aussi des pays émergents. Et donc, on voit ici un continuum très efficace entre une volonté politique au niveau des chefs d'État réunis en G20, une action d'une organisation internationale souvent discrète, l'OCDE, et ensuite une traduction concrète sur le terrain. Donc l'unanimité a été positive dernièrement aussi. D'accord. Donc l'unanimité, effectivement, a permis en tout cas des mesures en faveur de la lutte contre l'évasion, contre la fraude. Moi, je ne suis pas fiscaliste, mais auditeur. En tout cas, David, je pense que ce serait bien d'avoir ton éclairage de fiscaliste dans la pratique sur les effets de ces directives contre la fraude, contre l'évasion fiscale, et puis de la déclinaison de BEPS dans l'Union européenne. En tout cas, moi, dans ma pratique, je vois de moins en moins de montages, comme j'en voyais beaucoup dans les années 2000, où j'avais des investisseurs américains qui me mettaient une holding aux Pays-Bas, qui mettaient l'IP à tel endroit, et puis par miracle, il n'y avait pas d'impôt. Puis en fait, dans certains cas, je vous le dis quand même, ils étaient déficitaires et ils en payaient quand même, donc ils pensaient être très malins, mais en réalité, c'était assez risible. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Alors, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que tu observes, justement ? Alors, j'ai vécu le BEPS. Vous êtes tous au courant du BEPS? Donc, érosion de la base d'imposition et transfert des bénéfices. Donc, ce scénario typique, si vous voulez, si vous payez des redevances qui sont déduites par la société et qui sont imposées peut-être à Luxembourg à 5% ou même 0%. Donc, c'est ça le grand principe. Et ce projet-là a été introduit en 2012. J'ai assisté aux premières réunions à Paris, à l'OCDE. Et c'est très intéressant de regarder un peu en arrière, de voir ce qui se passait depuis. Je me souviens bien à l'époque, il y avait beaucoup d'Américains dans la salle qui n'étaient pas pour, qui étaient très résistants à l'époque. Mais ils ont fini par l'accepter. Il y avait peut-être 15 plans d'action qui étaient proposés par l'OCDE. Et je crois que la grande partie d'entre eux ont été acceptés par la plupart des pays du monde, y compris l'Europe. Et ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu as raison, Bruno, en fait. Ce qu'on voit maintenant, que cette idée d'avoir une IP box, par exemple, à Luxembourg, où il y a un taux d'imposition qui est typique de 5%, ça a disparu. Ce qu'il faut avoir maintenant... L'IP Box, David, donc c'est loger la propriété intellectuelle, donc le droit de propriété sur des procédés, c'est ça? C'est ça, dans un pays. Ça peut varier selon le pays concerné. Alors même qu'il n'y a pas forcément de substance dans le pays et qu'il n'y a pas forcément les ingénieurs qui entretiennent la propriété intellectuelle. Ça pourrait être une marque. Au UK, on a quelque chose qui s'appelle la Patent Box. Donc c'est un boîte à brevet, si vous voulez. Mais on avait ça depuis pas mal de temps déjà. Et en fait, l'OCDE, l'Europe, avait insisté que si vous voulez proposer un système comme ça, qui a un taux d'imposition de 10%, il faut que le R&D soit dans le même pays. Et ça, c'est bien clair. Donc, pour avoir une substance, si votre marque est à Luxembourg maintenant, il faut que votre service marketing est basé là-bas. Donc, ça a vraiment changé. Et tu as raison, on voit assez peu. Ce n'est pas terminé, mais on a un vrai changement de conduite. Si vous voulez, avec les grandes entreprises, c'est grâce à LuxLeaks aussi, je vois bien. Publicité, ça marche aussi. Mais ce qui a été fait, je crois qu'ils ont terminé pour proposer des solutions qui sont efficaces et qui ont obligé les sociétés de changer la structure. C'était le cas de McDonald's, tu me Oui, disais. il y a pas mal de choses qui ont été attaquées, vous savez peut-être par la Commission européenne. Vous êtes au courant de McDonald's, ça existe même en France, McDo. Oui. Vous êtes au courant peut-être aussi que les redevances de McDo en France sont payées à Luxembourg. Qui sont payées en Luxembourg, la société luxembourgeoise paye ses redevances à un partnership qui ne paye ses impôts nulle part, qui n'a pas de substance ni d'effectif. Donc c'est pour ça que c'était attaqué par la Commission européenne.
Et c'est grâce à un ruling favorable des autorités luxembourgeoises qu'ils ont pu accéder à un tel régime. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Commission européenne avait attaqué tous ces régimes-là, Amazon, Starbucks et les autres, pour essayer de dire ça ne marche plus. Si vous avez peut-être 1000 personnes ici, on peut parler. Mais à part de ça, les boîtes qui n'ont que 2 employés, qui reçoivent 5 millions de redevances par an, ça ne marche plus. Et ça a vraiment changé, ce qui est bien. Hein. Et Sylvie, sur l'angle des particuliers en matière de lutte contre l'évasion, contre la fraude, alors nous, naturellement, on souhaite que nos clients soient en conformité avec tout cela. Alors qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui, qui était peut-être moins le cas il y a quelques années, sur ce que les administrations fiscales sont susceptibles de faire? Comme vous le savez, nul n'est censé ne pas connaître la loi. Donc, en tant que résident fiscal d'un pays, vous devez déclarer vos revenus mondiaux. Mais depuis 2014, vous avez l'obligation de déclarer les comptes bancaires que vous avez ouverts, que vous les utilisiez ou pas, à l'étranger. Donc, c'est une mesure qui vient des États-Unis, du FATCA, qui a été instrumentalisée en 2014 via une norme de l'OCDE et qui est en pratique en France et dans tous les États membres de l'Union européenne en vigueur. Comment est-ce qu'elle s'instrumentalise en France? Via votre déclaration fiscale, la 2042. Vous avez la petite box sur la page 4, 3916, et vous avez un joli formulaire, un de plus, à compléter pour tous les comptes bancaires que vous avez ouverts en dehors de France. Donc, dans ma situation, je donne simplement mon exemple, j'ai été le cordonnier le plus mal chaussé, puisque grand-papa, grand-maman ouvre toujours un petit compte bancaire dans son pays de naissance à ses petits-enfants, et ces comptes, et ça reste entre nous, hein. Il y a prescription maintenant, ces comptes n'ont jamais été déclarés parce que la petite fille, elle n'était même pas au courant qu'elle avait un compte bancaire ouvert en Belgique. Donc, ce sera rapporté et amplifié. Il y a prescription. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on a eu cette fameuse cellule de dégrisement, la fameuse cellule de régularisation des comptes bancaires ouverts à l'étranger, la fameuse cellule Cazeneuve, qui est terminée depuis le 31 décembre 2017, qui a permis à l'État et à Bercy de récupérer 8 millions d'impôts sur le revenu, puisqu'ils ont appliqué les pénalités et le dommage subi à l'État français. Tout ceci pour vous dire qu'on est avec ces BEPS dans une mesure de bienveillance, de bonne gouvernance, puisque depuis le 1er janvier 2018, il ne suffit pas, en tant que bon contribuable que vous êtes, de le déclarer. Maintenant, vos institutions bancaires et financières ont l'obligation de reporter l'existence de vos comptes à l'administration fiscale centralisée de chaque État, et il y a un échange automatique d'informations entre les administrations fiscales, même si le contribuable n'est même pas concerné par la demande de renseignement. Il n'est pas au courant, il n'est même pas au courant, et vous n'êtes pas au courant, et pourtant les administrations parlent de vous entre elles. Exactement, donc c'est pour vous dire que c'est un vrai moyen de lutter contre la fraude fiscale entre les États membres, et ça c'est du fait du BEPS. Alors ça, c'était les tendances actuelles. Faisons maintenant un petit peu de prospective. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin? Donc aujourd'hui, on est à l'unanimité. Les cadres sont très hétérogènes. Il y a quand même un mouvement de coopération en matière de lutte contre l'évasion, de lutte contre la fraude. Mais demain, Sylvie, comment tu vois la situation de l'Europe fiscale pour les particuliers que tu accompagnes, qui sont mobiles en Europe? À ton avis? Alors, comme je vous l'ai dit en début d'intervention, il n'y a pas d'Europe fiscale, en tout cas pour l'impôt sur le revenu, pour les personnes physiques. Et chaque État membre a ce sport national d'essayer d'attirer les talents, d'essayer d'attirer les multinationales. Et donc, il les attire par un taux d'IS, d'impôt sur les sociétés, relativement bas, par des régimes fiscaux attractif à l'impôt sur le revenu pour les travailleurs, les cadres dirigeants qui ont un talent particulier. Et donc, on est avec une succession de régimes de faveur
Ça a commencé avec les Pays-Bas qui ont depuis des années maintenant, des décennies, un régime fiscal de faveur qui s'appelle le 30% tax ruling. Donc ça permet d'exonérer 30% de la base imposable en matière d'impôt sur le revenu du travail. On a en Belgique, via une circulaire de 1982, le régime fiscal des expatriés. Donc ça attire les multinationales américaines, chinoises, australiennes ou africaines en Belgique, ce petit pays. En 2004, la France a implémenté son premier régime d'impatriation, qui est un des plus compétitifs en Europe, qui permet d'exonérer à hauteur de 50% de sa rémunération. Donc, il est très intéressant. Pas au Luxembourg, excusez-moi. En Angleterre, il y a le UK Tax Remittance Basis. Donc, tout ce qui est versé en dehors de l'Angleterre n'est pas déclaré en Angleterre. Et puis, on a, par exemple, en Espagne, notre fameux footballeur, je pense. Je ne suis pas très... C'était lequel? C'était Beckham en Espagne ou voilà, qui a donné son nom à la loi fiscale qui permet de taxer les expatriés à un taux fixe de 24%. Donc, tous ces régimes, c'est un sport national justement pour essayer d'attirer les talents pour que les capitaux des sociétés viennent investir dans leur État membre. Alors, du coup, il y aura toujours de la compétition. Moi, c'est ce que j'entends. On ne pourra pas s'empêcher effectivement d'inventer de nouveaux mécanismes attractifs pour les personnes considérées comme talentueuses ou qu'on souhaite attirer. Pour autant, sur le plan des sociétés, il y a quand même des initiatives intéressantes, David, qui méritent, à mon avis, d'être commentées, présentées ici. Par exemple, l'assiette commune consolidée sur l'IS. Qu'est-ce que c'est cet animal? C'est une proposition par la Communauté européenne pour essayer de résoudre un problème. Enfin, ce n'est pas possible d'harmoniser, si vous voulez, les taux. Donc, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est harmoniser la base. Ce qui n'est pas trop loin, à mon avis, puisqu'on a déjà les normes de l'IFRS, qui pourraient essayer d'arriver à la même solution. Donc, c'est encore une proposition de loi qui n'est pas loin. Donc, l'idée, c'est d'avoir une base d'harmonisation européenne, quoi. C'est ça l'idée. Et de diviser ça selon certains autres critères, c'est-à-dire les actifs, les employés, tout ça. Mais de chacun des pays en Europe aura le même calcul pour calculer les bases d'imposition. Ce qui va venir, je crois. Je pense que ça, c'est pas qu'une lubie, c'est une initiative qui aurait des chances de prospérer. Oui, il y a certains pays qui sont contre, par exemple l'Irlande, puis eux, ils croient que ça va attaquer à la base le taux d'imposition aussi, mais pour moi, il y a 95% des pays qui sont pour. Et en matière de contrôle fiscal, parce que moi ce que j'observe dans ma pratique, c'est qu'il y a encore des pays où quand vous avez un contrôle fiscal, vous savez que vous allez payer et puis ça attaque fort. D'autres pays qui sont quand même beaucoup plus conciliants. Oui. Ton avis sur demain en Europe, est-ce que ça va plutôt converger? Est-ce que ça va rester tel quel ou... Oui. Sachant que ça a vraiment changé depuis l'arrivée de BEPS. Surtout dans certains pays où on a l'habitude, aux Pays-Bas, par exemple, d'avoir une relation amicale avec le fisc là-bas. Ils étaient toujours très sympas et tout ça. Alors, j'ai vraiment vu un durcissement. Et avec l'échange d'informations dont parlait Sylvie, en fait, on a la même chose aussi. Donc, même au UK, on était... J'ai animé pas mal de choses en France en essayant de... Oui, en France, vous avez des fiscs qui sont plutôt durs, très très durs, ancien parti communiste et tout ça. Mais au moins, en Angleterre, on était des êtres humains, plus humains. Mais alors maintenant, je viens d'assister à un contrôle hier, enfin la semaine dernière, avec un client, ça a duré en fait 2 jours. 2 jours de réunion. Donc, ça a vraiment changé. Depuis 2 ans maintenant, donc ils attaquent au sujet des BEPS, c'est ça? D'accord. Donc, dans l'intensité, on va dire, des contrôles fiscaux, il y a une harmonisation qui se dessine. Olivier, un peu de prospective. Majorité qualifiée ou pas? Alors effectivement, ça c'est un des enjeux actuels en matière fiscale. La Commission européenne a proposé le 15 janvier dernier aux chefs d'État et de gouvernement réunis en Conseil européen d'utiliser ce qu'on appelle dans le jargon technocratique des clauses passerelles. En fait, les clauses passerelles, c'est un outil qui permet de basculer du système de vote à l'unanimité à un système de vote à la majorité qualifiée.
On dit souvent qu'il n'y a pas de base juridique pour qu'il y ait plus de flexibilité dans la décision européenne. Eh bien, c'est faux. Ces clauses passerelles-là prouvent bien que cette flexibilité est possible. Alors la Commission est assez habile. Elle ne propose pas de passer à la majorité qualifiée sur tous les sujets tout de suite. Elle propose de commencer par ce qui est relativement le plus facile avant d'aller vers les sujets qui sont plus contentieux, plus compliqués. Elle prévoit en fait 4 phases. Pour aller vite, je vais vous les exposer brièvement. La première phase, ça consisterait à continuer le travail qui a été engagé au cours de la précédente législature, c'est-à-dire un travail de lutte contre l'évasion, la fraude et de l'optimisation fiscale. Dans un deuxième temps, on mettrait plutôt la fiscalité européenne au service des grandes politiques publiques européennes, en particulier en matière d'environnement. Et dans des troisième et quatrième étapes, on s'attaquerait plus aux sujets difficiles, l'harmonisation des régimes de TVA et d'accises, avant de reprendre les sujets qui sont paradoxalement aujourd'hui sur la table des décideurs européens, c'est-à-dire la fiscalité du numérique et le projet Axis qu'a mentionné oui, David. Axis, c'était ce bénéfice mondial consolidé. Hein, voilà. Absolument. Axis, ça consiste à harmoniser les bases d'impôts sur les sociétés. Ce qui m'amène à vous dire que la Commission n'est pas téméraire non plus parce que, justement, elle ne veut pas toucher au taux d'imposition qui existe dans les différents États. Donc il y a cette idée de construire une culture du compromis en matière fiscale progressivement entre aujourd'hui et 2025. Alors, à mon sens, c'est une réforme qui est très positive. D'abord pour les objectifs qui sont cités par la Commission elle-même, approfondir le marché intérieur, faire en sorte que les politiques publiques européennes soient accompagnées par la fiscalité, faire en sorte aussi que la fiscalité soit plus juste, parce qu'on a mentionné le levier des rescrits fiscaux. En fait, les rescrits fiscaux, ça aboutit souvent à des fiscalités qui sont injustes parce que les États sont obligés de compenser un manque à gagner en imposant un petit peu plus les particuliers ou des PME, par exemple. Donc il y a ces objectifs-là qui sont louables. Merci Olivier. On en arrive peut-être à la conclusion. Alors David, je ne résiste pas, tu es britannique. On a vu que c'était déjà complexe, mais avec le Brexit, en matière fiscale en Europe, en termes d'harmonisation, d'union ou de désunion, quel commentaire ça t'inspire ? En fait, j'ai animé pas mal d'ateliers en France pour mes clients français pour essayer d'identifier l'impact fiscal pour eux, en fait. Et ce qu'on va perdre alors, c'est l'accès à une directive Murphy qui est censée éliminer les prélèvements de ressources sur les dividendes. Donc, on va perdre ça. On va perdre accès à la directive sur l'intérêt et des redevances aussi. Mais ce qui est intéressant, on peut remplacer ça avec nos conventions fiscales. Donc, pour la plupart des clients on a fait une étude, hein, et ce qu'on avait identifié, si on peut le remplacer avec la convention fiscale, l'impact, c'est assez peu. C'est plutôt un problème pour les clients qui sont réglementés par les fonds d'investissement. Je suis en train de transférer l'activité d'une grande partie de nos clients du secteur finance à Dublin, à Luxembourg, puisque sans avoir accès au passeport européen, ils ne peuvent pas continuer à travailler après le 29 mars. Donc c'est plutôt ça. Donc pour la plupart, au niveau impôt sur les sociétés, c'est assez peu. Mais niveau douane, niveau TVA, oui, moi, oui, dans douane, j'ai pas mal de questions, mais les clients français, je vais être obligé de payer des tarifs de douane dès l'import, le 30 mars. On espère que non, hein, mais ça pourrait bien arriver. Et il y a une grande partie qui n'ont même pas identifié le tarif qui pourrait s'appliquer. Donc ça, c'est peut-être plus urgent, des choses à identifier au moins. Olivier, un mot de conclusion. Oui, volontiers. Je vous parlais de ce projet de la Commission de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée. Eh bien, si je faisais un sondage parmi vous pour vous demander si effectivement les chefs d'État sont allants et coopératifs sur cette question-là, vous me diriez peut-être que ça n'est pas le cas, et vous auriez raison. Effectivement, il n'y a pas de volonté politique pour le moment
d'utiliser cette fameuse clause passerelle. Lors du dernier Conseil des ministres, on a vu une scission entre des États qui sont pour cette initiative, il y en a 12 ou 13, et ceux qui sont contre, il y en a malheureusement une majorité autour de 15. Ce qui veut dire que, en fait, cette proposition de recourir à la majorité qualifiée, elle va être repoussée dans le temps. Et la prochaine étape au cours de laquelle on va pouvoir en parler, ce sont effectivement les élections européennes. Je crois que c'est très important que ça s'impose dans ce débat électoral, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les citoyens attendent des progrès en matière fiscale au niveau européen. Donc je vous inviterai peut-être à vous intéresser aux positions des différents partis politiques pour lesquels vous pourriez voter, pour savoir effectivement si ils ont une position sur cet enjeu. Merci Olivier. Sylvie. Alors, pour conclure, je voudrais vous remercier de participer à ce merveilleux forum sur l'Europe, parce que vous en retirez énormément de connaissances pendant 3 jours et demi. Et je pense que la connaissance sur l'Europe est nécessaire pour devenir un bon citoyen européen afin de prendre la bonne décision lors des élections européennes. Donc, je pense que beaucoup de concitoyens n'ont pas eu votre chance de participer à ce forum et je vous invite à propager la bonne parole sur les biens fondés de l'Europe en ayant une meilleure connaissance. Alors je crois qu'on passe aux questions traditionnellement. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut passer les micros. Oui. Merci. Je sors d'une autre conférence et ces clauses passerelles s'appliquent à la politique fiscale ou s'appliquent aussi à d'autres politiques monétaires, budgétaires ou d'autres décisions de fonctionnement de l'Union européenne? Très bonne question. Les clauses passerelles n'ont jamais été usitées. C'est un outil, une pépite en quelque sorte du traité de Lisbonne, qui, comme vous le savez, est entré en vigueur il y a maintenant 10 ans et qui paradoxalement n'a jamais été utilisé. La Commission a proposé aux États de l'utiliser en matière de politique étrangère. Ça n'a pas eu un succès. Elle propose aujourd'hui de l'utiliser en matière de fiscalité. Ça n'a pas beaucoup de succès non plus. Demain, elle le proposera aussi en matière sociale. Et malheureusement, on peut imaginer que ça n'aura pas beaucoup de succès. Mais il faudra blâmer sans doute les États membres qui manifestent en la matière un certain conservatisme plutôt que la Commission européenne elle-même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a essayé de se limiter un peu pour laisser de l'espace disponible pour vous. Alors, on sera ravis, enfin, j'en suis certain, collectivement, de répondre. Oui, bonjour. Ça marche, oui. Il y a quelques semaines, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes en France, on a entendu parler de réduction de la TVA sur certains produits à 0. Et à ce moment-là, il y a des voix qui se sont élevées en disant qu'il faudra demander à l'Europe l'autorisation. Alors, est-ce qu'un État membre peut modifier sa fiscalité substantiellement de manière totalement libre, ou bien est-ce qu'il y a des règles vis-à-vis de l'Europe ? Je réponds. Très bien. Merci pour cette question. Effectivement, les taux de TVA sont encadrés par des règles européennes. Il y a des taux maximales, il y a des taux normaux et il y a des taux réduits. Et les États ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils souhaitent. Néanmoins, pour avoir un progrès en la matière, on peut justement envisager de réformer le régime de TVA au niveau européen. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une proposition récente de la Commission européenne qui, à ma connaissance, n'a pas été avalisée. Et demain, ce serait encore plus simple de faire ça, justement, en utilisant les clauses passerelles et donc le système de vote à la majorité qualifiée. Cependant, ça existe. Chez nous, par exemple, on ne paye pas la TVA sur les vêtements pour les enfants. Donc, j'ai pas mal de clients français qui exportent les vêtements d'enfants en Angleterre, qui ont des problématiques de TVA avec la taille
puisqu'il ne faut pas. Moi, j'étais assez grande quand même quand j'avais 12 ans. Donc, j'étais déjà un adulte à 12 ans, mais il y a des choses pratiques comme ça, et également sur la nourriture. Donc, oui, vous avez raison, on ne peut pas vraiment changer les taux comme ça, mais il y a beaucoup de différences avec l'immobilier ici en France. Vous achetez un appartement neuf en France, c'est assujetti à la TVA, je crois, alors qu'en Angleterre, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des différences de subtilité qui arrivent de temps en temps. Donc. Bonjour, merci pour cette conférence. Véronique Blum de l'Université Grenoble-Alpes et membre du panel académique de l'EFRAG. Vous avez cité tout à l'heure les normes IFRS comme un moyen de normaliser. Est-ce qu'en s'appuyant sur ces normes et sur l'intelligence artificielle, peut-être sur des technologies telles que le blockchain, on va pouvoir harmoniser cette fiscalité ? On peut certainement commencer avec les normes IFRS. Le blockchain, j'en suis pas sûr. Ça pourrait aider aussi, mais le problème, c'est plutôt une question que, oui, en Angleterre, vous pouvez déduire pas mal de choses contre le montant qui est imposable, mais c'est une question plutôt de principe plutôt que de technologie. Donc, l'harmonisation de la base, si on prend le résultat comptable, oui, c'est vrai qu'il y a, aux normes IFRS, il y a assez peu de changements à faire pour arriver au résultat fiscal. Mais c'est plutôt une question de persuader les pays de changer un peu leurs habitudes plutôt que d'utiliser une technologie pour essayer de changer. C'est pour ça, ça pourrait arriver, pour les grandes entreprises aussi, qui ont une présence, par exemple, dans une vingtaine de pays en Europe, ça pourrait bien arriver en avance des PME. Mais il y a encore pas mal de choses à faire, je crois. Bonjour. Vous avez évoqué donc, la coopération entre l'Union européenne et l'OCDE, donc l'OCDE qui depuis 15 ans environ est très très actif donc, en termes d'harmonisation fiscale. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est davantage l'Union européenne qui va impulser l'harmonisation fiscale à un niveau global, ou que le mouvement sera inverse, l'OCDE qui va non pas imposer, mais en tout cas faciliter cette harmonisation à l'échelle de l'UE? Merci. Alors franchement, je crois que c'est l'OCDE qui est en avance. Ça a été là depuis pas mal de temps. Maintenant, non seulement avec, par exemple, si on revoit par exemple le standard des prix de transfert, ça existe, le document, les règles, ça existe depuis 1995 déjà. Donc, si vous voulez, ça, c'est une harmonisation qui existait au niveau de l'OCDE à ce point-là. Et, mais j'ai l'impression quand même, je vous laisse la parole pour dire. Ce qui est amusant, c'est que c'est un débat qu'on a eu entre nous quand on a préparé la conférence. Alors, c'est vraiment une très bonne question. On va voir s'il y a consensus. En fait, je crois que ça va dans les deux sens. L'Union européenne est aussi un levier qui peut faire progresser les discussions au niveau international, dans le cadre de l'OCDE en particulier. Sur la fiscalité du numérique, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'accord encore sur cette taxe GAFA assez réduite au niveau européen. Par contre, les États membres, lors du tout dernier Conseil des ministres des Finances, ont indiqué qu'ils souhaitaient augmenter leurs efforts pour que justement l'OCDE fasse aboutir ce dossier-là. Il est question notamment de donner un mandat dans la technique de négociation à la Commission sur cette affaire de fiscalité du numérique. Je suis d'accord. La Commission européenne est capable d'appliquer un peu de pression sur les États membres pour conformer, en fait. Et ça, l'OCDE, elle n'a pas. Ça concerne qu'une trentaine de pays au monde. Donc, la Commission européenne pourrait bien persuader les pays d'être plus en conformité avec ce qui est prévu au niveau européen. Je suis d'accord. Une autre question encore, peut-être ?
Bonjour, vous avez évoqué le cas de l'Irlande. Alors j'ai une question à ce sujet. Et n'y voyez aucune perfidie suite à la rouste qu'ils nous ont infligée samedi dernier en rugby. Lorsque l'Irlande est entrée dans l'Union européenne, son PIB, je pense, était à peu près 2 fois inférieur à celui de la France. PIB par habitant, j'entends. Aujourd'hui, il est au moins 60% supérieur à celui de la France. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que l'impunité fiscale, en tout cas le régime fiscal ultra avantageux dont a bénéficié l'Irlande, a largement contribué à une évolution stratosphérique. Il y a le contentieux avec Apple qui, me semble-t-il, doit à peu près 14 milliards à l'Irlande. La Commission européenne a intimé l'ordre à l'Irlande de réclamer ces 14 milliards. J'étais en Irlande il y a à peu près 1 an, ça faisait florès dans la presse irlandaise. Alors vous devez savoir où on en est maintenant parce que le sujet est relativement discret. Non, je suis d'accord. D'abord, je suis d'accord que le taux d'imposition en Irlande de 12,5% a permis faciliter la croissance en Irlande, ça c'est sûr. Attirer l'investissement, c'est le premier point d'entrée pour beaucoup de sociétés américaines. En tant qu'Apple, ça continue. C'est intéressant de voir le progrès de ces débats sur l'aide d'État, ce qui est Apple. Donc, si vous regardez un peu les rulings, ça vaut la peine de partir sur le site de la Commission européenne pour essayer de regarder le détail, hein, puisque c'était vraiment... Il n'y avait pas de ruling sur le taux d'imposition, c'était un débat dans un pub irlandais quelque part, donc c'était très très light. Hein. Mais à ma connaissance, ça continue. Ce qui m'étonne en fait, c'est que la Commission européenne a laissé tomber l'affaire McDonald's, je crois que c'est juste avant de Noël en fait. Mais autrement, j'ai l'impression que l'affaire Apple continue et est obligée de rembourser ça. Et je crois que c'est en cours. Hein. C'est la dernière nouvelle que j'ai eue. Mais ça continue. Au moins, pour moi, si vous regardez ce qui est derrière ces montages, franchement, les prix de transfert qui sont utilisés ne sont pas en conformité avec les règles. C'est mon avis. Hein. C'est un avis personnel. Mais ce qui est bien pour moi avec la Commission européenne, qu'elle met en lumière sur ces propositions, ces schémas-là, et même avec LuxLeaks, demander ruling et de recevoir ça dans 3 jours, ça ne marche pas. Quand je demande un ruling auprès du fisc anglais, il me faut 2 ans. Donc c'est pour ça que pour moi, le rôle de la Commission européenne est vraiment très très important. Je voudrais aussi réagir à ce cas de la fiscalité irlandaise. Effectivement, il est très choquant. On pourrait même dire, si on était impoli et si on n'aimait pas les Irlandais, qui sont pourtant un peuple tout à fait sympathique, qui habite un très joli pays, que c'est un peu un comportement de parasite dans l'Union européenne. Alors eux le justifient par le fait qu'ils sont un pays périphérique dans la zone euro, que par conséquent les bases industrielles ne peuvent pas être massivement logées chez eux, ils ne peuvent pas exporter, donc ils ont à trouver d'autres sources de revenus. Mais la tendance est tout de même à lutter contre ces politiques fiscales très, très, très agressives. Les citoyens s'érigent beaucoup contre ces pratiques, y compris, je crois, en Irlande, même s'il y a une certaine fierté nationale autour de cette question. Il y a aussi des doutes et des récriminations. Je ne sais pas ce que David en pense. Ça existe un peu partout en Europe. On voit bien avec non seulement les gilets jaunes ici, mais également en Angleterre. Il y a beaucoup de pression dans les médias britanniques contre, le sentiment du public contre ces montages-là. C'est bien clair. Hein. Et surtout sur le GAFA. Donc on a eu pas mal de choses dans la presse sur Google, Amazon et Apple, même en Angleterre, il y a un feeling quand même qu'ils ont échappé de payer des impôts. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons présenté un nouveau Google Tax en 2015 qui avait le but d'essayer de persuader ces grandes entreprises de changer la politique prix-transfert. Et ça commence à marcher. On voit bien qu'ils commencent à régler les trucs histoires et changer un peu le conduite. En ce qui concerne les prix de transfert. Donc ça marche en principe. Le Google Tax, c'est un montant de 25% que vous payez sur les bénéfices qui sont transmis à un autre pays.
Donc c'est assez intéressant. Oui. Alors peut-être quand même par justice pour nos amis irlandais, enfin, en tout cas quand je pousse mes associés fiscalistes irlandais après quelques bières et un match de rugby où ils nous ont mis la pâtée sur ce sujet, sans employer les termes d'Olivier, parce que je suis invité, sans remettre en cause bien sûr les propos des spécialistes tenus ici, leur réponse est quand même de nous dire que nous, de notre base imposable en France, on est bien gentil, mais on peut à peu près tout déduire, quoi. Alors jusqu'à une date récente, en matière, par exemple, d'intérêt sur les prêts intragroupes, c'était relativement sympathique la France. Ça l'est, je crois, un peu moins aujourd'hui. En matière de fiscalité des dividendes, avec les régimes Murphy, etc., je parle de fiscalité française, quand on regarde d'autres pays, c'est pas si mal. En matière d'impôt sur le revenu, quand on compare à d'autres pays, c'est peut-être pas si élevé, et là aussi, il y a un certain nombre de niches. Donc, alors, c'est ce qu'ils me disent pour se défendre, hein. C'est pas du tout pour remettre en cause le propos, mais je tenais quand même à le dire parce que je pense qu'on ne peut pas l'aborder quand même uniquement sous l'aspect taux, au risque de diluer un peu le propos. Enfin, c'est beaucoup plus large, c'est taux, c'est base, c'est fiscalité sur la rapatriation du produit qui a été taxé, c'est qualité des relations, est-ce qu'on peut discuter ou pas avec l'administration, est-ce qu'on peut récupérer un crédit de TVA ou est-ce qu'on sait quand on en a un, on peut le provisionner directement. Enfin, c'est quand même des sujets très très larges. Oui, j'avais assisté à des débats citoyens là, sur l'Europe et il a été retourné l'idée que l'Europe devait faire un effort de pédagogie. Quand on vous écoute, vous êtes de très bon pédagogue, hein, je ne mets pas en cause votre conférence, mais je dis que l'effet de clarification, l'effet de décomplexification qui est nécessaire pour que l'Europe, dans les ronds-points et ailleurs, puisse avoir un écho, eh bien cet effort-là, on a l'impression qu'au plus l'Europe avance, au plus ça se complexifie. Regardez par exemple, Brexit, ça va introduire à la fois des problèmes s'ils partent, s'ils ne partent pas, et on prend conscience des problèmes que les industriels européens, je voyais les titres des journaux maintenant, c'est « la France va souffrir plus qu'elle ne croit ». Donc, si vous voulez, on a l'impression que toutes les avancées d'Europe débouchent sur une hyper-complexification. Et la question que j'avais envie de vous poser, en matière fiscale, si en une phrase, vous aviez à dire à quelqu'un qui vous interpelle, voilà à quoi sert l'Europe, puisque madame nous appelle à voter pour des partis européens, etc., qu'est-ce que vous lui répondrez? Parce que moi, je pense que le titre de votre exposé est excellent, c'est la désunion fiscale. Mais est-ce qu'on a voté donc, le traité de Rome, et est-ce que nos pères ont fait l'Europe pour arriver à un tel degré de complexification et un tel brouillard? Parce que les clauses passerelles, c'est passionnant, mais dès lors que vous dites qu'elles ne sont pas votées, mais que le traité de Lisbonne l'a permis, que le champ d'extension de ces clauses passerelles n'est pas totalement défini, on a envie de se perdre. Or, aujourd'hui, j'ai envie de clarté. Pourquoi une Europe fiscale? Dans une phrase, c'est difficile, mais une idée, ça permet la libre circulation des fonds hors Europe entre les sociétés européennes sans retenue à la source. Ça, c'est un bon exemple. Peut-être, mais je vais laisser Olivier s'exprimer. Moi, quand même, ce que je constate, c'est que certes, c'est très très complexe. Et quand on regarde un système fiscal, les questions qu'on doit se poser, me semble-t-il, c'est est-ce que c'est efficace pour collecter l'impôt dans l'intérêt des citoyens? Et est-ce que c'est simple? Parce que s'il y a des coûts associés très élevés ou si c'est tellement compliqué que certains peuvent y échapper, c'est pas bon. Mais ce que vous disiez sur l'Europe, moi, à titre personnel, pas à titre Mazars, je pense que c'est vrai et je pense que c'est la grande faiblesse de l'Europe. Pour autant, quand je regarde nos législations nationales que je connais un peu mieux sur le plan fiscal, quand je travaille dans d'autres pays, ce qui est mon quotidien, très franchement, c'est au moins aussi complexe qu'en Europe, voire pire. Enfin, quand je travaille en Inde, sur le plan fiscal, j'ai besoin de 5 fiscalistes pour comprendre si l'envoi d'un bien de Delhi dans l'État du Nord a bien été traité sur le plan fiscal. Et puis à la fin, tout le monde hoche la tête en me disant sans me donner de conclusion. Et voilà, donc certes, il y a de la complexité, c'est ça ce que je veux dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ma pratique professionnelle, je vois des pays où c'est encore 100 fois plus complexe. Essayez au Mexique de récupérer une créance de TVA quand vous n'êtes pas sous le régime IMEX. J'attends quelqu'un qui me montre comment on fait, quoi, sans payer, sans temps. Voilà. Alors, sur la nécessité de transmettre la complexité européenne régulièrement, je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous, monsieur. Et je dirais que c'est essentiellement pour ça que nous sommes ici et que nous devons rendre hommage à ce festival de grande qualité.
il faut que les États membres et les sociétés civiles débattent régulièrement des enjeux européens, décortiquent le pourquoi du comment, expliquent le potentiel d'action de l'Union européenne qui est souvent perçu par les gens. Si vous regardez les sondages, en fait, les gens ne sont pas anti-européens. Quand ils sont eurosceptiques, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils critiquent le fait que l'Union fait trop de choses, que ses priorités sont trop disparates et que par ailleurs son fonctionnement est trop complexe. Et bien là, en matière de fiscalité, on a la possibilité d'avoir un fonctionnement qui est plus agile, plus efficace, et qui se concentre effectivement sur un enjeu très, très important sur lequel il y a une demande des citoyens. Pourquoi l'Europe fiscale? C'était votre deuxième question. En 3 mots, ça renforce la croissance européenne, ça fait des fiscalités qui sont plus justes et surtout, ça fait une fiscalité qui est plus démocratique parce que, pardon de revenir à la mécanique, mais quand vous activez les clauses passerelles et que vous passez à la majorité qualifiée, vous avez un rôle pour le Parlement européen qui est très différent du rôle qu'il a actuellement, où en gros il n'est que consulté sur les sujets fiscaux. Demain, si on passe à la majorité qualifiée, le Parlement européen aura vraiment son mot à dire sur le fond des textes. Qui peut se plaindre d'une Europe qui serait plus démocratique ? Je crois qu'on a écoulé le temps imparti. Alors s'il y avait une frustration, une dernière question, on la prendrait très volontiers. Et si ce n'est pas le cas, on va clôturer cette conférence.